Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Hausse des cas de Covid-19, le prix des denrées de première nécessité qui continue d'augmenter, traque larguée au nord du pays, le discours du nouveau président nigérien Mohamed Bazoum, voilà autant de sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine et que nous allons débattre avec nos confrères. Il s'agit de Mohamed Attaher Halidou de Djoliba FM, Madame Togola Awasemiga de Kunafoni.com, Amadou Diallo, journaliste indépendant, à la présentation Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Depuis quelques jours, nous assistons à une flambée des cas de Covid-19 dans le pays. Et rien qu'hier jeudi, les autorités sanitaires ont enregistré 413 nouveaux cas de Covid, un record dans le pays. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle flambée de cas à Séméga? À mon avis, c'est le relâchement déjà des mesures édictées, notamment les mesures barrières. Et les gens ont cette fâcheuse tendance-là à enlever les masques, même quand ils les portent, ils les enlèvent lorsqu'ils prennent des photos, où les mariages ne cessent pas. Il y a des festivals aussi qui continuent et on constate que lors de ces festivals-là, il n'y a pas de port de masque, il n'y a pas de distanciation qui soit respectée. Donc je pense que c'est également les lieux de culte qu'il ne faut pas négliger, les églises, les mosquées qui sont bondées, les marchés également. Donc je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là et il faut que la population se reprenne, se ressaisisse et également que le gouvernement fasse son travail. Parce que là, il y a un sérieux problème de non-respect qui est là et qu'il faut faire en sorte de revenir à ces barrières-là, ces mesures barrières. Et que faut-il faire pour adhérer la population à appliquer les gestes barrières aujourd'hui qui peinent à être faits, Amadou Diallo? Bon, moi je pense que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est très facile de dire que les gens ont relâché. Mais parce que les gens n'ont pas le choix de relâcher. C'est une question de vie ou de mort. Le marché, c'est pour aller chercher du pain. Les cérémonies sociales, c'est... Bon, vous savez, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut peut-être mettre l'accent sur la sensibilisation toujours. Sensibiliser parce que n'oubliez pas que dans un passé récent, l'application stricte de ces mesures barrières ont provoqué beaucoup de remous et ça a même suscité beaucoup de soulèvements à Bamako, à Koutchala, Kaï et Sigassou. Moi, je pense que donc il faut toujours mettre l'accent sur la sensibilisation et ne pas aller à des questions trop répressives, mais surtout sensibiliser les gens parce que ce n'est pas seulement au Mali. On voyait en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays autres que ces pays, il y a toujours ce problème de sensibilisation qui se pose avec acuité. Parce que la Covid, c'est une maladie qui fait frontière entre la vie et la mort. Or, puisqu'on n'est pas encore mort, donc les gens sont obligés de vivre. Voilà. Les gens sont obligés de vivre, mais flambée des cas, organisation de certaines activités, attroupements, des festivals, comme Awa vient de le dire, qui se tiennent un peu partout. N'y a-t-il pas lieu d'appliquer l'état d'urgence sanitaire à Mohamed Attaher? Oui, Marie, c'est inquiétant, il faut le dire. Et, la maladie fait des ravages, même si c'est des ravages silencieux, mais quand même, le mal est là. Mais les autorités ont du mal quand même à prendre le taureau par les cornes parce qu'on a comme l'impression que l'État hésite toujours. Et puis on a vu, comme il a dit, à un moment donné, avec les mesures prises par l'État, il y a eu des manifestations ça et là et qui ont fini, même si ce n'est pas la principale cause, qui ont fini par avoir la tête peut-être du premier responsable du pays. Donc aujourd'hui, ces autorités transitoires sont aussi très prudentes quant à l'application des mesures parce que souvent elles se disent même est-ce qu'elles sont même légitimes pour aller dans ce sens-là, pour décréter l'état d'urgence sanitaire. Et l'autre aspect, c'est aussi que les Maliens
Maliens, dans leur grande majorité, jusque-là, ne croient même pas à la maladie. Hein. Quand vous dites aux gens il faut respecter les gestes barrières, ils vous rétorquent, ils vous répondent que cette maladie n'est pas là, quoi. Parce que même hier, quand il y a eu plus de 400 et quelques cas de Covid, la réponse de certains Maliens, c'était qu'ils veulent nous pousser à aller à la vaccination, sinon le mal n'est pas là, la maladie n'est pas au Mali. Voilà. Donc il y a aussi cette méfiance, mais qu'il faut déconstruire, sérieusement. Et que faut-il faire pour déconstruire cette méfiance-là au Sénégal? Oui, moi je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau du ministère de la Santé. Le vaccin, il est venu le 5 mars, si je me souviens bien. Et lors de l'arrivée de ce vaccin-là, il n'y a eu aucune campagne de sensibilisation, ni à la télé, ni à la radio, ni dans aucun média. Et c'est assez dommage. On a l'impression que le vaccin a pris du temps avant même le démarrage de la vaccination. Le temps de stockage, comment c'est stocké et tout, comment est-ce que faire adhérer la population à cela. Je pense qu'il y a un sérieux problème de communication à leur niveau qu'il faut qu'ils accélèrent. Peut-être qu'ils sont en train de faire des choses, mais je trouve que c'est assez timide, c'est très lent, donc il faut qu'ils accélèrent parce que la maladie n'attend pas. Au même moment, on remarque également en ville que cette campagne de vaccination qui est en cours, les personnes sont réticentes à se faire vacciner. Vous allez dans un centre de santé pour voir la vaccination, on demande aux personnes âgées de le faire, mais on voit peu de gens. Qu'est-ce qui explique cela, Amadou Diallo? Bon, parce que les gens, comme l'a dit Mohamed, les gens ne croient pas beaucoup à la maladie. Ça, c'est un aspect. Mais le plus gros problème, c'est que là où les vaccins nous sont venus, l'Europe et les États-Unis, les gens se méfient même de ces vaccins-là. Et le monde est aujourd'hui interconnecté. Tout le monde est sont sur les réseaux sociaux. Même ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux suivent les événements à travers les radios. Et donc, les informations passent de continent à continent, de pays en pays, et de bouche à oreille. Et de telle sorte que finalement, les gens se méfient. Et surtout, moi j'ai vu un document sur Internet ce matin qui dit la relance par la Covid en Europe et aux États-Unis. Vous voyez, donc ça veut dire que, comme je l'ai dit la dernière fois, cette maladie-là est à frontière entre l'économie et la santé. Maintenant, comment faire pour que les gens soient suffisamment convaincus? Il faudrait qu'on enlève à la maladie l'aspect économique, l'aspect investissement. Et tant qu'on n'arrive pas à faire cette déconnexion, je pense que ça va être très très compliqué. Parce que ceux qui ont investi veulent coûte que coûte tirer leur épingle du jeu, et ceux qui sont exposés au point de vue santé se méfient aussi. Donc c'est un problème assez compliqué, et la seule façon, c'est toujours de mettre l'accent, comme l'a dit Awa, la sensibilisation, la communication, de proximité surtout. Et pour résumer, compter avec la population, sensibiliser davantage la population pour stopper cette vague de contamination. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième sujet du jour, qui parle de la flambée des prix de denrées de première nécessité. Comme chaque année, à l'approche du mois de Ramadan, les prix des denrées flambent. Aujourd'hui, c'est le cas de l'huile qui était cédée à 1000 francs CFA dans certains quartiers. Depuis le début de cette semaine, on remarque que ça va jusqu'à 1100 francs CFA. Et l'autre également, c'est le pain. Le gouvernement avait signé un protocole d'accord avec la coopération, avec la filière pain. Et jusqu'à présent, la miche de pain est cédée dans les quartiers à Bamako à 300 francs CFA. Pourquoi les mesures du gouvernement peinent à être appliquées à Ouassemega? Bon, je pense que déjà, ça peine à être appliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop tardé déjà. Et les commerçants, ils n'ont pas d'autre alternative que de ces augmentations-là. Parce qu'il y a la perte aussi qu'il faut, le profit et la perte qu'il faut prendre en compte dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est dû à ce niveau-là. Et ce n'est pas seulement la farine, le pain. Il y a beaucoup, presque toutes les denrées ont augmenté. Et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand c'est l'approche du Ramadan, cela augmente. C'est vrai que bien avant le Ramadan, les prix avaient commencé à augmenter. Et de plus en plus, ça continue. Donc je pense que le gouvernement doit prendre des mesures assez radicales pour mettre vraiment déjà les commerçants dans des conditions qui fassent en sorte qu'ils puissent faire des profits, et également alléger la population, parce que c'est la population qui souffre directement de cette flambée-là. Et si l'État devenait concurrent de ces boulangeries ou de ces commerces, est-ce que ça ne peut pas être une solution, Mohamed Attaher Alidou?
voire créer des boulangeries pour combler le vide là? Oui, ça peut être un début de solution. Si on a un État courageux qui peut aller à de telles réformes, ça peut être un début de solution. Mais déjà, peut-être, comme Awa l'a dit, que l'État puisse prendre les devants pour déjà discuter. Et puis, c'est pas attendre à la veille du Ramadan pour échanger avec... Mais les discussions ont précédé. Oui, de tout temps, mais on remarque que chaque fois c'est la même situation. Le Ramadan était un mois de bénédiction, c'est un mois d'entraide, de communion, de solidarité, mais on remarque généralement qu'au Mali, c'est un mois très difficile où quand ça vient, les gens sont stressés, les familles sont stressées. Donc jusque-là, le gouvernement arrive à peine à trouver des solutions. Donc je pense que le gouvernement devait anticiper, dialoguer avec les commerçants et puis réguler, même afficher même certains prix pour qu'il y ait une harmonisation même au niveau des prix. Parce que souvent on voit que même à ce niveau, il n'y a pas une harmonie des prix sur le marché. Donc le gouvernement devait être peut-être plus regardant et puis assez rigoureux quant à l'application et puis des mesures d'accompagnement aussi pour que le mois de Ramadan puisse se faire dans les meilleures conditions. Sinon, chaque fois, on est dans la surenchère. Voilà. Et puis, je vois Awa qui veut rebondir. Oui. On parle de mesures d'accompagnement. Oui, tout à fait. Que peut être ces mesures-là? Oui, il y a ces mesures-là. En plus de ces mesures-là, ce que je voulais ajouter, c'est que les associations de consommateurs sont quasi inexistantes au Mali. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. On ne sait même pas c'est quoi leur rôle. Ils sont là pourquoi? Logiquement, ils sont là déjà pour voir est-ce que les prix sont... je pense qu'on a deux grandes associations, Alcom et Ascoma. Exactement, mais ils sont là pourquoi? C'est comme s'ils n'existaient même pas dans le pays et c'est assez dommage et c'est les populations qui souffrent de cela. Donc je pense que mieux vaut même dissoudre ces associations-là parce qu'elles n'ont aucun sens à mon avis. Pour reprendre au mot Awa, les associations de consommateurs inexistantes, le gouvernement qui peine à mettre des garde-fous pour contrer la flambée des prix. Quelle stratégie on peut adopter face à ce genre de situation, Amadou Diallo? Bon, à mon avis, il faut mettre l'accent sur la production. C'est ça la clé de voûte de ces problèmes-là. Parce qu'en réalité, on ne produit pas au Mali. On ne fait qu'importer. Donc, on est même d'abord, on est dépendant du marché international. Donc ça amène le problème à un autre niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens investissent au Mali, que les opérateurs économiques investissent, produisent sur place, que de se contenter d'importer. Parce que la farine, aujourd'hui, si on produisait la farine à l'Office du Niger ou bien à Direy, mais ça va impacter fortement le coût de revient. Parce que tout le problème, c'est à ces niveaux. Investir pour gagner, faire profit. Maintenant, on ne peut pas faire profit. Le profit, pour le commerçant, ce n'est pas en parlant qu'on peut régler ça. Ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la production. Il faut que les Maliens investissent chez eux. Et tant qu'on ne contrôle pas cette chaîne de filières-là, ça va être très compliqué. Moi, je me rappelle bien en 2008, parce que le prix de 250 ou de 300, là, ça a été fixé à l'issue d'un accord. C'était en 2008-2009, je crois bien. C'était 300 francs le prix. Sous le ministre Ampé, Abdul Karim, non, c'est ça? 2008-2009, c'était fantastique. Mais ça fait depuis le gouvernement de Moro Sidibé, sous ATT. À l'époque, c'était à la suite d'une crise sur le marché mondial, la farine. Et le prix du pain a flambé. Maintenant, ils sont arrivés à la conclusion, disons, à un terme d'accord. Le prix va être à la consommation, à la boutique, à 300 francs. Maintenant, les boulangers vendent aux distributeurs, c'est-à-dire que les livreurs, ceux qui amènent les pains en moto, et ils prenaient à 275 et pour vendre à 280. Et le boutiquier vendait à 300 francs. C'était ça le plus plancher. Bon, maintenant, avec, avec la fluctuation sur le marché mondial aussi, le coût de la farine a baissé. Donc, ça a fait que les boulangers ont diminué petit à petit, parce qu'il y a la concurrence qui est là. Donc, et c'est en ce moment que le pain s'est retrouvé à 250. Il y a une histoire. Maintenant, obligatoirement, faire appliquer cette situation aujourd'hui, ça demande beaucoup de négociations. Mais la meilleure façon de se mettre à l'abri, ça c'est la production. Dans les pays où on produit beaucoup,
ce genre de problème ne se pose pas. Êtes-vous d'avis que produire davantage peut être une solution pour prévenir l'augmentation des prix des denrées? Oui, je pense que ça peut être une solution. Et ce qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui au Mali qui existent, qui ont des entreprises et qui peuvent apporter beaucoup. Mais malheureusement, ils n'ont pas suffisamment le soutien de l'État, le soutien nécessaire. Alors que si l'État, le gouvernement investit dans ces jeunes entreprises, dans ces jeunes start-up, je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes qui existent déjà. Donc des start-up, des jeunes sont la solution à ce problème-là. Oui, ça peut toujours être un début de solution. Hein. Il faut que l'État protège un peu ces petites entreprises qui ont aussi du mal à décoller. Donc encourager un peu l'entrepreneuriat et puis le secteur privé. Et comme ça, on pourra avoir des lendemains meilleurs. Mais il faut toujours qu'on ait un État fort qui reste, qui réglemente un peu le secteur, sinon c'est le grand désordre, quoi. Et c'est là au détriment des consommateurs, des paisibles ou des pauvres consommateurs que nous sommes. Et j'ai bien aimé cette interpellation de Awa, parce qu'au Mali, on se pose réellement la question, est-ce qu'on a une association vraiment de consommateurs, quoi. Si elle est là, elle ne joue pas son rôle. Et c'est ce qui nous amène au troisième thème de notre grand dialogue consacré à la rétrospective de l'actualité de la semaine. L'opération Barkhane distribuerait des tracts depuis quelques jours dans les régions de Kidal et Tombouctou. La force Barkhane, jointe par notre rédaction, se refuse à tout commentaire sur le sujet. Mais sur les exemplaires de ces tracts aperçus sur les réseaux sociaux, on peut lire « Employé Al-Qaïda pour la destruction de l'Azawad, Al-Qaïda détruit la religion, détruit les traditions et détruit l'honneur. Contre Yad Agali, appelez-nous ». Sur ces dépliants, on voit clairement affiché un numéro téléphonique et la photo d'Yad Agali. Ils sont écrits en arabe, tifinak, un dialecte tamashek et en français. Quelle analyse peut-on faire de cette situation à Wassimega? Bon, je pense que déjà avec cette traque-là, comme vous l'avez dit, on l'a tous découvert sur les réseaux sociaux. Et certains de nos contacts aussi qui sont sur place, sur le terrain, nous en avaient parlé depuis bien avant que ces tracts-là fuitent sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est peut-être une manière pour Barkhane et pour les forces en place là-bas de solutionner un peu le problème du terrorisme qui devient de plus en plus cruel. Et tous les jours, les populations sont attaquées. Ce sont elles qui subissent ces problèmes-là. Et là, je pense que si... peut-être que c'est une manière pour Barkhane ou les forces en place, sur place de solutionner, de pouvoir mettre la main sur Yad Agali. Je ne sais pas, voilà, c'est un peu ça. Pourquoi on peut pas, l'auteur de cette traque ne se laisse pas clairement identifier, Mohamed? Bon, c'est un peu compliqué, certainement, parce que ça, c'est un jeu un peu stratégique. Surtout, on voit que c'est largué depuis le ciel. Non, c'est des jeux de stratégie. Il y a aussi le jeu psychologique. Maintenant, ça pose aussi la fameuse problématique de la présence de Barkhane dans le Sahel. Que fait réellement Barkhane dans le Sahel? Est-ce que c'est pour la lutte contre le terrorisme? Est-ce que c'est en réalité la tête de Yad qu'on veut? Parce que si c'est la tête de Yad qu'on veut, Barkhane aujourd'hui a les moyens, des gros moyens. Moi, je pense que c'est aussi, ça procède aussi à une stratégie un peu pour créer la confusion, voilà, et puis faire peur aussi. Ça peut être de la propagande aussi. Mais maintenant, si Barkhane, les services de communication de Barkhane refusent tout commentaire, il y a un problème, mais on doit demander des comptes. L'État même doit demander des comptes par rapport à ça, parce que Barkhane ne doit pas se comporter au Mali comme un territoire conquis. Donc, il faut aussi demander des comptes à Barkhane. Et lutter contre le terrorisme, Barkhane doit le faire sans porter des gants et attaquer les terroristes. On sait là où ils se retrouvent, là où ils sont, là où ils se cachent, et aller les traquer juste dans leur dernier retranchement. Sinon, tout le reste, pour moi, c'est du divertissement. Est-ce à dire réellement que la force Barkhane ne sait pas aujourd'hui où se trouve Yad Agali, Amadou Diallo? Bon, ça me fait un peu... Avec tous les moyens déployés, les drones qu'on a, ils parviennent à détecter des positions djihadistes, mais on ne sait pas où se trouve Yad Agali. Oui, ça m'a fait un peu rire, franchement, parce que l'Angola a pu géolocaliser... comment dirais-je, le chef rebelle à l'époque, Jonas Savimbi, pour le tuer. Comment Barkhane peut ne pas pouvoir disposer des moyens pour géolocaliser Yad Agali?
Non, c'est une manière de nous distraire. C'est la stratégie de déplacement du problème. Parce que aujourd'hui, Barkhane est sous le feu des critiques de partout. Au Mali, ça a toujours été le cas depuis 2013. Maintenant que les Nations Unies se joignent aux Maliens pour dire que vraiment il y a eu des bévues, donc aujourd'hui je pense qu'eux-mêmes ils sont paniqués. Et donc dans la recherche de solutions pour sortir de la panique, il faut créer en tout cas des buzz quelque part pour détourner l'attention des Maliens. Sinon, Barkhane n'a pas l'intention. En tout cas, les employeurs de Barkhane n'ont pas l'intention de se débarrasser de Yad. Parce que Yad, c'est injustif pour la France de rester au Mali. Ça, c'est clair, à mon avis, dans ma tête, comme de l'eau de roche. Tant que Yad est dans cette position, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un deal entre Yad et les Français pour maintenir la situation comme telle? Parce que tant que Yad est dans cette situation, Barkhane aura toujours des motifs de rester. Maintenant, ces tracts-là, bon, les tracts, par définition, le tract est une opération de communication clandestine. Donc les auteurs de tracts ne sont jamais connus du grand public. En tout cas, il faut une enquête sérieuse pour savoir qui sont derrière les tracts. Ça, c'est connu de tout le monde depuis... ça fait partie de l'histoire. Maintenant, cette affaire-là, ça doit être regardé avec beaucoup de réserve. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les Maliens se laissent distraire. Voilà. Et même les amis, les gens, nos frères tamasheks qui pensent que les Français sont là pour leurs intérêts, non, ils se trompent. Les Français ne sont avec personne. Ils sont avec leurs intérêts, c'est tout. Maintenant, ils peuvent se servir d'eux. Comme je l'ai dit la dernière fois, Mariam, moi je suis carrément étonné de voir au Mali que l'histoire se reproduit sous nos yeux et qu'on n'arrive pas à décoder c'est-à-dire la situation. Je vais répéter encore. La colonisation est venue comment? Pour que les colons s'installent dans nos pays parce qu'ils venaient de loin, ils ne connaissaient pas le terrain, ils ont utilisé les communautés les unes contre les autres. Et exactement c'est ce qui se passe encore aujourd'hui au Mali. Vous voyez, donc moi je pense qu'il faut que les gens ouvrent grandement les yeux, essaient d'analyser, comprendre les choses et tirer le maximum de profit pour pouvoir quand même se sortir du pétrin-là. Sinon, on est vraiment très mal barré. Faut-il s'inquiéter pour cette situation à Sénégal? Oui, je pense qu'il faut réellement s'inquiéter. Il faut réellement s'inquiéter. Et surtout qu'on a vu récemment les attaques de Aguelhok, où lorsque je pense les forces tchadiennes se sont un peu étaient en acquaintance avec les autres forces sur place. Et certains groupes terroristes, on a même vu certaines images assez dures qui circulent un peu sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important d'essayer de freiner un peu le phénomène. Parce que là, à l'allure où on va là, on n'est pas loin d'une guerre civile. Dieu nous en préserve, mais à l'allure où on va avec les conflits intercommunautaires qui sont là, les communautés qui n'arrivent pas à se comprendre, à comprendre le jeu un peu qui existe, qui fait qu'on les met on les met dos à dos. Donc je pense que c'est extrêmement important de faire attention et l'État doit s'impliquer encore plus. Parce que c'est vrai, il y a des forces étrangères qui sont là pour nous aider, mais il faut également que l'État joue son rôle, sa partition. C'est extrêmement important. Oui. Ces genres de méthodes peuvent-elles aboutir, Mohamed Attaher? Oui, Mariam, en principe, ça ne doit pas prospérer, ça ne doit pas aboutir, mais ce n'est pas sur ce terrain que nous, on attend Barkhane. On attend Barkhane par rapport à sa clarification dans son rôle dans le Sahel. On attend Barkhane par rapport pour apporter sa lumière ou sa part de vérité dans les exactions de Bounty. Mais au lieu de cela, on assiste vraiment à du divertissement, et puis à des divertissements, et puis à des stratégies, à de la propagande. Voilà. Donc pour moi, Barkhane doit jouer son rôle. Son rôle, c'est de lutter contre le terrorisme. Et puis cela intervient aussi à un moment où les autorités de la transition entendent négocier avec les groupes djihadistes. Voilà, ceux qui sont maliens, par exemple, Yad, Amadou Kofa sont maliens. Et ils sont dans cette dynamique de discuter avec eux, échanger avec eux. Donc c'est peut-être un message pour dire non, vous ne devez pas négocier. Donc c'est comme si Barkhane ou la France dicte sa loi ou sa volonté au Mali. Donc le Mali doit aussi comprendre les enjeux et puis et tirer tous les enseignements et puis défendre sa souveraineté. Parce que comme l'excellent confrère Diallo l'a dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que ses intérêts. Et c'est là, tout le monde le sait, depuis De Gaulle.
Et là, moi, je voulais juste rajouter sur le fait qu'il est important en fait de développer, de ne pas seulement aller avec des stratégies militaires. Il faut aller en fait avec l'approche des populations. Parlons de cette approche avec la population. On s'est rendu compte que à Bounti, la population dit que ce sont des civils qui ont été bombardés avec la frappe de Barkhane. À Talatay, dans la zone d'Ansongo, on parle également d'un fait similaire. Dans ce genre de situation, Amadou Diallo, est-ce que la population va coopérer même? Bon, ça dit qu'il y a en tout cas un problème de rupture de confiance à ce niveau, parce que il y a un moment où les sources de renseignement de nos militaires étaient systématiquement éliminées. On ne sait pas comment ils avaient l'information. L'ennemi avait l'information que c'est un tel qui avait informé nos militaires. Bon, maintenant, et ça créé un climat de méfiance même au niveau de la communauté. Mais ce qui est important à savoir, c'est que aujourd'hui, nos communautés même à la base sont désemparées. Elles ne savent même plus à qui il faut faire confiance. Tout le monde est devenu ennemi, tout le monde est devenu ami, tout le monde est devenu adversaire. Bon, dans ce genre de climat, c'est très compliqué, c'est très difficile de se confier à X ou à Y. Moi, je pense mais il appartient à nos autorités de créer la confiance. Créer la confiance, c'est faire comment? C'est aller aux communautés. Il y a des chaînes de relais. Il y a des chefs de village, il y a les liens, les relais sociaux. On peut toujours utiliser ces canaux-là pour pouvoir accéder à la population et pour pouvoir communiquer avec la population. Mais faire en sorte qu'on puisse se passer, ça, je vais attirer l'attention de tout le monde sur ça, il faut se passer des téléphones. Parce que ce soit Orange, que ce soit Malitel, il y a des intérêts français qui sont là-dedans. Et nos téléphones sont écoutés. Maintenant, puisque nos téléphones sont écoutés, il faut se passer de ces téléphones-là pour aller vers les communautés de bouche à oreille. Et je pense que c'est le meilleur canon. Et que peut être le rôle de nos femmes, nos forces armées maliennes dans ce genre de situation? On sait qu'elles ne sont pas présentes, c'est un territoire malien. Quel rôle peut-elle jouer? Bon, les forces armées maliennes, elles font ce qu'elles peuvent sur le terrain, mais le plus souvent, elles sont même sous-équipées, il faut le dire. Hein. Elles sont sous-équipées, elles sont même le renseignement, parce qu'il doit y avoir une coordination au niveau du renseignement entre Barkhane, l'aménagement et les forces armées maliennes, mais ce qui n'est pas le cas, parce que le plus souvent, on voit que quand l'armée malienne tombe sur des embuscades, au même moment, il y a des avions peut-être qui survolent la zone, donc il y a quelque part un manque de sincérité ou de franchise quelque part dans la relation. Donc il faut tirer, comme je le dis, tous les enseignements, et puis restructurer encore davantage l'armée malienne, et puis faire en sorte que le moral puisse être au rendez-vous et pour gagner des batailles, parce que jusque-là, on n'est pas dans une posture offensive, on est dans une posture défensive. On attend à chaque fois d'être attaqué et souvent on subit. Donc il faut vraiment former les gens et puis pour que l'armée puisse aller à l'assaut et à l'offensive. Comme ça, on pourrait avoir des victoires. Sinon, sans ça, on subit le terrorisme, quoi, et c'est triste et regrettable. Et c'est ce qui nous amène à notre quatrième thème de ce soir. Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, lors de son investiture, a dénoncé des crimes de guerre commis dans son pays par des groupes terroristes. Tout en appelant la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix, il a affirmé que le combat contre le groupe État islamique au Grand Sahara serait très difficile aussi longtemps que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté sur ces régions, notamment Gao et Menaka. Que retenir donc de ce discours du nouveau président nigérien Hawa Semiga? Bon, je pense que déjà le président nigérien, il était dans, je pense, le comité de suivi, disons, à Alger, lors de la confection de cet accord-là. Donc, il maîtrise un peu le contenu. Mais j'estime aussi que quelque part, il n'a pas tort. Les autorités maliennes doivent tout faire. Il demande l'application intégrale de cet accord-là. C'est assez difficile. Je pense que c'est aux Maliens de définir est-ce que cet accord-là peut être appliqué en intégralité, oui ou non. Je pense que... Effectivement, pour vous prendre au mot, déjà, juste après son discours, des voix se sont élevées contre les mots qu'il a dénoncés lors de sa prestation de serment. Il y a un front contre la mise en application de l'accord pour la paix.
Pour eux, Mohamed Bazoum s'éloigne de la vision de son prédécesseur Mohamedou Issoufou. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Amadou Diallo? Bon, j'ai lu son discours dans son intégralité, surtout la partie qui est mise en gras. Je pense que il a agi en président, il a agi en président du Niger. Il a souci du bien-être de sa population. Maintenant, il appartient aux autorités maliennes d'avoir les mêmes soucis. Et je pense que les soucis ne sont pas équitablement partagés, à mon avis. Il faudrait que nos autorités se mettent en cause, c'est-à-dire qu'ils se mettent en cause, que les autorités maliennes se remettent en cause, carrément. Parce que, quelque part aussi, cette situation que nous vivons, elles sont en partie responsables. Elles sont en partie responsables, il faut le reconnaître et puis les aider à accepter qu'elles-mêmes, elles ont joué un peu pour que cette situation aujourd'hui se pourrisse. Parce que j'ai dit ça pourquoi ? En 2012, quand la crise éclatait, tout le monde a vu venir la situation. Tout le monde a vu venir. Mais à l'époque, les autorités ont pensé qu'on peut gérer. Et la population malienne a pensé qu'on peut gérer simplement entre nous-mêmes. Alors que c'est des conflits qui sont très compliqués. Et surtout, le centre de gravité n'est même pas entre nous Maliens. Même le MNLA qui est venu avec la rébellion n'est pas maître de cette situation. Donc, il faudrait que d'abord, entre nous-mêmes, qu'on se donne la main, mais que les autorités facilitent les retrouvailles entre les communautés. Comme ça, on peut en venir au bout. Maintenant, malheureusement, pendant qu'on est occupé à ça, il y a d'autres autorités aussi qui sont intéressées à détourner l'argent du contribuable malien. Et ça, il faut le dire. Et ça fait partie des causes de la situation. Ça fait partie des causes. Et tant qu'on n'arrive pas nous-mêmes à prendre la température de la crise, ça va être très difficile de sortir de l'impasse. Il a tantôt déclaré que le Mali, c'est le nid de ces groupes djihadistes. Il a parfaitement raison. Mais il oublie aussi que les premiers otages ont été pris au Niger. En 2002, quand ATT s'est installé au pouvoir, les premiers otages qui sont venus au Mali sont venus de l'Algérie. C'est les Allemands. Et ensuite, les otages sont venus du Niger, notamment Arlit et Niamey même, ont été pris au Niger pour... Mais il se trouve que certains compatriotes aussi ont été libérés sur le territoire malien. Ils ont été libérés sur le territoire malien et contre moyennant quelque chose. Il se trouve que malheureusement, certains compatriotes aussi ont pris goût à l'argent facile, de la vente des otages. Certains Maliens ont pris goût à ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une affaire d'argent. Et aujourd'hui, la crise aujourd'hui que nous vivons, elle fait vivre aussi des gens. Il y en a qui en vivent. Et quand ça devient une affaire économique aussi, ça prend d'autres tournures. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que les gens se ressaisissent. Les gens comprennent que d'abord, la solution, c'est entre nous-mêmes d'abord. Avec ce discours, est-ce à dire que le nouveau président nigérien va plus s'investir dans la lutte contre le terrorisme, Mohamed Attaher? Oui, il n'a pas le choix, parce que le Niger et le Mali, c'est pratiquement les mêmes pays. Donc, le terrorisme frappe aussi aux portes du Niger. Donc, c'est un discours peut-être fait sous le fait de l'émotion. Il venait juste d'être... investi et il a échappé belle aussi à un coup d'État. Et donc c'est vraiment un président stagiaire qui parle. Et donc on comprend un peu s'il y a un peu du diplomatiquement incorrect dans ce qu'il dit. Mais pour lui, le souci, c'est d'aller à une vraie paix, la paix des braves, une réconciliation vraiment des fils du pays. Parce qu'on a compris, je rejoins ici Awa, que ce n'est pas le tout militaire qui va régler la question du terrorisme. Il faut aller aussi vers le tout sécuritaire ne peut pas résoudre le problème, ou le tout militaire. Il faut privilégier d'autres approches. Aujourd'hui, il faut échanger, surtout avec ces djihadistes maliens. Il y a Dagali, c'est malien. Il a quand même, il a été consul du Mali
à Jeddah, en Arabie Saoudite, donc c'est un Malien, donc il connaît la République, donc qu'il regagne la République. Donc Amadou Koufa, c'est aussi un Malien. Donc on peut échanger, ce sont des Maliens, on ne peut pas les jeter au bord du goudron. Il faudrait qu'on essaye d'échanger avec eux et trouver des solutions maliennes. Parce que la solution ne va pas venir de l'extérieur, ça c'est mon intime conviction. Essayez vraiment, on peut avoir des partenaires qui peuvent nous aider, mais la solution c'est entre nos Maliens. On doit échanger, on doit accepter de dialoguer et pour qu'on puisse cicatriser les plaies et cicatriser aussi les blessures. Discuter avec les djihadistes, c'est une position prônée également par les autorités de la transition. Mais au même moment, on a entendu le président Macron dire qu'il n'en est pas question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je voudrais un peu répondre. C'est ce que nos dirigeants un peu répondre avant de donner la parole à oui. Vous avez dit Macron, le Mali n'appartient pas à Macron. Donc maintenant, il faudrait que les Maliens comprennent cela, que le gouvernement du Mali comprenne. C'est-à-dire que le Mali appartient d'abord aux Maliens. Donc maintenant, aujourd'hui, la France est en train de jouer sur ses intérêts, défendre ses intérêts. Et puis ça, c'est le rôle normal de tout État. Donc le Mali aussi doit avoir, c'est-à-dire, même avec le discours le discours que Issoufou Bazoum a tenu, mais il n'y a pas de réplique. Personne n'a parlé pour dire qu'il y a immixtion, non, pas de... Effectivement, j'allais en venir. Pas d'ingérence dans les affaires intérieures au moins, ou bien faire un petit communiqué pour dire on n'a pas apprécié le ton. Parce que voilà, un État doit se faire respecter. Donc, effectivement, ce discours s'est déroulé devant notre président de transition, Bandao. À son retour, nous n'avons rien entendu, même pas disons, une sortie officielle pour dire qu'on n'a pas apprécié, je le prends au mot, on n'a pas apprécié le ton. Oui, tout à fait. Comme il l'a dit, Bazoum, c'est un président stagiaire, c'est vrai. Mais Bandao également, il est stagiaire. Il n'est pas plus stagiaire que... Et je pense qu'il y a un grand souci à ce niveau-là. Les autorités de transition doivent se mettre en tête qu'ils sont là pour une mission. Quand tu es là pour une mission, il faut vraiment la tenir comme il faut, exactement. Ils doivent se mettre en tête. Bandao, normalement, bien avant de quitter le Niger, je pense qu'il aurait dû réagir. Et là, ça aurait apaisé beaucoup de choses. Et ça aurait fait comprendre à Bazoum qu'il n'est pas le président du Mali. Et c'est vrai, ça impacte le Niger ainsi que tous les autres pays. Mais il y a des questions dans lesquelles on ne doit pas s'ingérer. Parce qu'un État, c'est un État après tout. Et là, Bandao a montré que le Mali, en fait, il est géré, je ne sais pas, un peu n'importe comment, excusez-moi du terme. Et c'est assez grave, c'est assez grave. On remarque également que ce qu'il a dit lors de ce discours-là, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dedans? Certes, ça nous a choqués, mais n'y a-t-il pas une part de vérité dedans, Amadou Diallo? Bon, ça dit que ça dépend de la façon dont on lit son discours. En tout cas, moi, celui que j'ai devant moi, il dit qu'il faut aider les frères maliens à s'entendre, à mettre en œuvre l'accord, à le dépasser même. Maintenant, à le dépasser, c'est peut-être cette partie-là que les gens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, comme on n'est pas dans la tête de Bazoum pour comprendre ce qu'il veut dire, bon, ça ouvre beaucoup de fenêtres. Maintenant, moi, je pense qu'il faut mettre balle à terre. Et je suis persuadé que Bazoum n'est pas contre le Mali. Et peut-être dans sa tête, ce n'est pas forcément ce que les Maliens pensent. Il nous appartient, nous aussi, d'être un peu lucides devant des situations et d'abord de nous regarder nous-mêmes. Moi, je pense qu'on en veut beaucoup. Moi, j'en veux beaucoup à la France parce que c'est elle qui nous a mis dans cette position, de mon avis. Mais il faut qu'on nous-mêmes, on se mette en cause, qu'on se regarde dans les miroirs. C'est pourquoi j'ai dit nos autorités aussi ont leur part des responsabilités. Parce que la gestion d'un État, ce n'est pas une gestion clanique, ce n'est pas une gestion familiale, ce n'est pas une gestion de parti. Or, on est franchement dans ça. Depuis que cette histoire de démocratie est arrivée en 1992, on est dans la gestion clanique de l'État. On fait la promotion aux médiocres, pas la promotion aux cadres valeureux, pas à la promotion des cadres qui méritent les postes, mais la promotion aux médiocres. Il va de soi qu'on arrive aujourd'hui dans cette situation. Il faudrait qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de la promotion à la médiocrité pour que les vrais cadres qui aiment ce pays, il y a des gens qui aiment ce pays, il y a beaucoup de cadres qui aiment ce pays, mais qu'on ne les voit pas parce qu'on fait tout pour les couvrir. On fait tout pour qu'on puisse les voir. Maintenant, il faudrait que les autorités qui arrivent au pouvoir... Moi, par exemple, la transition, c'était une occasion.
d'aller revisiter la carte des cadres valeureux, des cadres valables. Mais malheureusement, la transition aussi s'est employée à utiliser des cadres vraiment qui sont... Il y a parmi eux des gens vraiment qui sont venus par complaisance. Bon, tant qu'on est dans la complaisance, on ne peut pas s'attendre à des choses potables. Il faut qu'on sorte de ça dans cette situation. Maintenant, moi je pense que ce qui nous arrive, en partie on est responsable. Ceux qui s'élèvent, on est contre l'accord, il faut qu'ils se remettent en cause aussi parce que c'est facile de critiquer. Mais l'autocritique, il n'y a pas meilleure solution que l'autocritique, à mon avis. Taher l'a tantôt soulevé également, dialoguer avec les groupes djihadistes. On sait que la position des dirigeants du G5 Sahel ne sont pas les mêmes. Et au Mali, on veut aller vers ça, mais la France dit non. Awa, dans ce genre de situation, à quoi faut-il s'attendre? Bon, il faut s'attendre déjà à un échec, un échec direct, parce que quand les acteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde, je pense que Diallo a parlé de mettre balle à terre, c'est important. C'est important et pour les Maliens et également pour ceux qui sont là pour aider le Mali, notamment les forces en place, Takuba, G5 Sahel, MINUSMA, Barkhane et les forces maliennes également. Je pense que c'est extrêmement important qu'on accorde nos violons pour qu'on puisse trouver une solution pérenne et qui soulage tout le monde, en fait, toutes les populations. Et le réel problème ici au Mali, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la corruption. Diallo a marché sur ma langue. La corruption, c'est là. En fait, c'est devenu presque naturel chez le Malien. Et là, c'est assez triste. C'est ce qui a tué ce pays-là, justement. C'est ce qui a tué ce pays parce que personne ne fait... Tout le monde vient, quand chacun vient au pouvoir, ils font tout, en fait, pour s'enrichir. Au lieu de penser au pays, d'abord, au travail que tu fais, tu penses à toi, à ta propre poche. Donc, je pense que si chacun pensait un tout petit peu au Mali, au bien-être du Mali, je pense qu'on s'en sortirait. On est à 3 minutes de la fin de cette émission. La solution pérenne face à ce problème d'insécurité, ce problème de djihadisme, présence djihadiste dans notre pays, peut être quoi? Je commence par vous, Amadou Diallo. Bon, d'abord, il faut s'entendre sur les termes. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'expression djihadiste au Mali parce que Yad qu'on essaie de diaboliser comme le parrain du djihadisme au Mali. Yad a été chassé de l'Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour l'islam. Non, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a une question, il y a un conflit politique auquel il faut une solution politique. Et la solution politique, les Maliens sont en train de trouver la solution politique, mais qui se laisse influencer par la France, qui ne veut pas du tout négocier avec Yad. Et j'ai dit, pourquoi la France ne veut pas négocier avec Yad? La France ne veut pas qu'on négocie avec Yad, parce que Yad est un faire-valoir. Tant que le problème de Yad est là, les Français sont là. Et quand on va résoudre avec Yad, il n'y aura pas de conflit. Et qu'est-ce qu'ils vont rester est-ce qu'ils vont rester chez nous? Non. Donc, il faut que les Maliens se redonnent la main. Les Maliens arrêtent de se prendre les pieds, qu'on se donne la main. C'est la seule solution. Solution politique comme issue à la situation. Êtes-vous d'avis, Mohamed Attaï? Oui, non, je suis d'avis. Je pense que je l'ai dit, le tout militaire ne résout pas le problème. Donc il faut une solution politique. Il faut que les Maliens se parlent. Parce que dans ce pays, depuis un certain temps, on a cessé de se parler. Les gens ne se parlent pas. On est tous dans des humeurs, dans des querelles de positionnement. Mais l'intérêt, comme l'a dit Awa, l'intérêt du pays compte peu pour beaucoup. Donc aujourd'hui, il faut une gouvernance vertueuse, une gouvernance qui redonne l'espoir et puis que l'armée cesse d'être des zones de recasement de certains amis, parce que oui, on recrute dans le désordre au Mali donc des lieutenants qui ne savent pas tirer ou bien qui ne savent pas tracer un plan de guerre ou qui ne savent pas lire une carte, c'est au Mali et tout ça est regrettable. C'est le fait de la corruption, il faut que ça cesse. Hawa Semega, la solution pérenne à cette situation? C'est que les Maliens se parlent. Et que voilà, on pourra ainsi retrouver l'unité nationale et retrouver notre territoire comme il était avant. Et c'est ce qui met fin à notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Nous avons fait parler de la rétrospective de l'actualité de la semaine comme sujet, hausse des cas de Covid-19 dans le pays, le prix des denrées qui continue d'augmenter, les tracts largués au nord du pays, le discours du nouveau président nigérien Mohamed Bazoum. Voilà autant de sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et pour en parler, nous étions avec Mohamed Attaïr Halidou du groupe Djoliba FM, Madame Togola Hawa Semega de Kunafuni.com, Amadou Diallo, journaliste indépendant. Je suis Mariam Maïga à la présentation, à la régie vidéo
Gagné Kanté, mise en onde Salim Djouara. Merci à toutes et à tous et bon week-end. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.